dans la lutte contre la fraude fiscale depuis 2 ans, d'après ce que j'ai compris. Donc je vais immédiatement laisser la parole à M. l'ambassadeur Minaski, et ensuite donc, nous entendrons les autres intervenants. M. l'ambassadeur. Madame la Présidente, la Présidente de Fondafid, Mesdames et Messieurs les professeurs de la Sorbonne, Monsieur le Ministre, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais remercier notre partenaire Fondafid d'avoir organisé la conférence débat sur le succès de la Pologne dans la lutte contre la fraude fiscale, ainsi que pour l'intérêt que vous voulez bien porter à notre pays. Il me semble très important que dans ce genre de conférences destinées à faciliter la compréhension des systèmes financiers étrangers, à bénéficier de nos expériences réciproques, soit organisées. Nous sommes heureux de pouvoir aussi partager nos expériences. On va avancer que notre pays et son économie ont fait récemment. Je suis très honoré, en tant que l'ambassadeur de Pologne en France, ainsi que le professeur de l'ancienne université en Pologne, l'université Jagiellon, que j'ai l'occasion d'ouvrir cette conférence de base sur la Pologne à la Sorbonne. D'autant plus qu'elle s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'année scientifique franco-polonaise qui sera inaugurée le 18 mars prochain à la Sorbonne par Madame la ministre Frédérique Vidal, le vice-premier ministre polonais, M. Jarosław Gowin, était chargé de l'enseignement supérieur. C'est vrai, il y a 100 ans, la France et la Pologne retrouvaient des liens diplomatiques forts. Et pour marquer ce cas, le ministre chargé des Affaires étrangères et de la recherche des pays ont dédié 2019 comme une année scientifique franco-polonaise. Alors, nous comptons sur plusieurs projets pour qu'on puisse approfondir notre coopération, non seulement entre les académiciens, mais surtout échanger l'expérience, le savoir-faire dans la recherche, mais aussi la coopération entre les centres de recherche scientifiques, technologiques et les acteurs individuels. Mesdames et Messieurs, la Pologne possède actuellement l'économie la plus grande et la plus dynamique dans la région de l'Europe centrale. En 2018, le produit intérieur brut polonais a augmenté plus que 5%. La Pologne était aussi un seul pays européen qui a enregistré une croissance économique consécutive pendant les dernières 25 années, en moyenne 4-5% d'année en année. Et le développement dynamique de l'économie polonaise s'accompagnait aussi de la politique budgétaire responsable. En ce qui concerne la dette publique, les déficits budgétaires. La dette de l'État s'est stabilisée, actuellement elle est à 50% du PIB, pendant que le déficit budgétaire en 2018 a représenté seulement 0,5% du PIB. Grâce à la conjoncture économique très positive, la croissance économique 5%, le déficit budgétaire beaucoup au-dessous de 3%, une bonne situation au marché du travail, les taux de chômage en Pologne sont environ 4%. La Pologne est un pays stable, prévisible. Mais surtout, la Pologne est devenue un chaînon crédible de l'économie européenne. La Pologne, la 5e économie de l'Union européenne, est devenue the place to be pour les investisseurs étrangers. Depuis les années 90, la Pologne a attiré presque 200 milliards d'investissements étrangers, 200 milliards d'euros. Donc nous nous sommes placés au 2e
place en Europe dans cette catégorie. L'une des priorités du gouvernement dans le cadre de stratégie pour le développement responsable est la réindustrialisation. Et la Pologne, qui est devenue le synonyme de réindustrialisation en Europe, selon le modèle de flexibilité, ça veut dire la protection de l'environnement sécuritaire et l'emploi, veut coopérer avec la France pour favoriser la renaissance de l'industrie en Europe, surtout les industries modernes, comme l'efficacité énergétique, comme l'électromobilité, en généralement dans le secteur de l'économie verte. Pour conclure, je souhaite souligner que dans les dernières années, les services des impôts polonais, grâce à leur efficacité dans la lutte contre les fraudes à la TVA et les factures fictives, ont réussi à augmenter les recettes budgétaires de TVA de presque plus environ 25% par rapport à 2016. Mesdames et messieurs, nous espérons que les sujets abordés lors de cette conférence débat vous permettront de mieux connaître la politique polonaise dans le domaine de la lutte contre les fraudes fiscales et les efforts que nos autorités entreprennent pour maintenir des finances publiques saines en Pologne dans un contexte européen. Permettez-moi d'exprimer mes sentiments de remerciement pour l'association fondatrice, le président, madame la vice-présidente, pour qui étaient engagés pour organiser cette conférence de débat, pendant laquelle on puisse partager notre expérience, notre grande expérience. Nous sommes très fiers de notre réussite, mais nous sommes très intéressés aussi de votre opinion, de votre conseil, de votre succès qu'on puisse partager ensemble. Merci beaucoup. Je passe la parole au Monsieur le ministre. Bonne conférence. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Donc, merci pour ces paroles qui nous vont droit au cœur. Je transmettrai au commissaire Bouvier. C'est nous qui sommes vraiment honorés de vous ayez répondu à notre invitation. Nous pouvons, je pense, passer la parole, comme je l'avais dit, à Monsieur le sous-secrétaire d'État, M. Soutella, qui va nous présenter les objectifs de la lutte contre la fraude fiscale en Pologne. Thank you very much for your invitation to participate in the event today. I start with a brief agenda, what I'm going to present to you. I realize that I have not too much time, so I'd like to keep it short. First, I'd like to say something about the VAT issue, the VAT gap, then about our measures that we have taken to fight the VAT gap, and then on corporate income taxes and personal income taxes, how we dealt with the gaps in those taxes as well. I think that we have some innovative measures that so far is not very popular and that are quite bitter for our taxpayers.
finally, I think that their result is a level playing field, a better and more honest competition on the market. Because those who avoid taxation they found themselves in a better competitive position. So we try to reduce this competitive advantage for the tax cheaters. So we started to fight with the VAT gap very seriously in 2016. We had for several years a situation where our VAT gap was one of the biggest in the EU, and was for several years at the level above 2% of our GDP. Here you can see the VAT gap as a percentage of GDP. So in 2012 it rose significantly to 2.5% of GDP and kept at that more or less level for several years. We started to fight with it in 2016, and in 2017 we already had certain good results, and in 2018 the results are still forecast, but we think we managed to close it, shrink it more, and we hope we will shrink it almost to zero in coming years. Here we have a brief comparison of what we had, how it looked over several years. On the black letters are the GDP increase year to year, and in white you see the VAT gap as a percentage of GDP. So, for example, often it is said that if your GDP is on a good level, or if it rises, then the VAT gap decreases. This is generally true, but if you look at 2011, you can see that we had a brilliant year, 5% increase of GDP, but our VAT gap was already at the level almost of 2% of GDP. So now, if you look at 2016, 17, and 18, we also have quite significant increase in GDP, but at the same time, the level of the VAT gap as a percentage of GDP decreases. So what we did, we first got a very strong commitment from our government that we will fight with the VAT gap. And this is very important because in the ministry we hired a lot of professional tax advisors and economists, and we gave them kind of leeway to fight with the VAT gap. And the reforms that has been introduced were very, very tough for taxpayers. They were rapid and significant. Basically, over the period of 3 years, we have introduced several systems, such as a fuel system, where we monitor the fuel move in the country, SAND, where we monitor certain goods from frauds, SAFT, which is a standard audit file for tax, and we made it not as a report, not as an audit file, but rather as a reporting file. That's an important difference, I will explain it in a few minutes. Then we have 2 other systems introduced, which is steel. I don't know whether you're familiar with the word steel. If you steal something, you mix it. So we need it to combat the corruption frauds.
and split, which is at the moment voluntary system, but we will make it obligatory for certain businesses from the front. So all those systems were introduced gradually, but the time span in which they were introduced was very short. As I said, we started in 2016, we are now in 2018, and everything what you can see on this slide is already implemented. So we got a significant decrease in the VAT gap and significant increase in VAT receipts. Here you can see the comparison in yellow or orange. You can see the theoretical VAT liability, and in blue the VAT revenues, the budgetary revenues. So as you may see, in 2016 we observed a sharp growth of VAT revenues, whereas the increase in theoretical VAT liability is quite modest. So this is a proof, the economic proof, that our reforms actually work. And here you can see the comparison. Again, in blue we see the VAT revenues. In yellow or orange you can see the theoretical VAT liability. And the numbers here are the billions of zlotys. Those are the assessment of our VAT gap. So, as you may see, it shrinks gradually from 2016. It was at the level of more or less 40 billions. Now it's in 16, it's 35, 28, and forecast for 2018 says it's 23. So it's like 10% less than in 2015. Again, corporate tax, it also required a very strong political commitment. So we were backed by the politicians to introduce again bigger reforms. And we had a situation where in income tax there was a lot of tax optimization or aggressive tax planning were going on over the 10 or even 15 years before 2016. So in 2016 we have introduced general anti-avoidance rule. I know it's not very, it's not a rocket science, but we had a problem with that rule because Polish Constitutional Tribunal ruled in 2003 that such a rule is not in line with the Polish Constitution. So we had to actually work out the rule and make a lot of, build in a lot of safeguards in order to introduce this rule. Then we again made certain reforms in corporate taxation. Basically, what we did, we divided the revenues into baskets. So the capital gains are in one basket, and operational profits are in another basket. You cannot use them, and this basically deprives the big multinationals from opportunity to create artificial losses and decrease the operational profits by the artificially created losses. So this is a big change compared to 2015. We also have increased efficiency in tax audits. So we significantly decreased the number of audits. In 2018, the number of the tax audits
comparable to 2015, but we have significantly increased the results, the effects of the tax audits. So we got much more money from the tax audits, but we really do less interfere with the honest taxpayers. So we have a good positioning of taxpayers who are prone to fraud or do tax aggressive schemes. And we also introduced a zero tolerance policy in respect of aggressive tax planning. We publish very thoroughly warnings against certain optimization schemes. So we say openly that there is an optimization scheme, and we tell taxpayers that they should avoid to engage themselves into such schemes. And last but not least, we also try to introduce certain, let's say, intelligent benefits for taxpayers. So, such as research and development benefits and IBOX. So, we would like to channel the activity in our economy to more focus on intelligent or, let's say, prospective businesses or industries instead of tax optimization. So again, in a very short period, we introduced a lot of legislation, and we actually reformed our national revenue authorities to make them more reliable on IT tools and consolidate. We had our tax administration was separated again into certain baskets. So what we have done, we consolidated them so there is a better flow of information within the tax authorities from 2017. And the results are quite interesting. We see that in 2018 we got almost 16, more than 16% more in tax comparing to 2017, which was already a very good year for us in respect of corporate income tax. And 17 was the first year where our budgetary forecasts in respect of the revenues from corporate income tax were matched. So we even got a question from our National Audit Office how it has happened. But the budgetary forecast for the corporate income tax was perfectly okay. We actually got like 50 billion dollars more than the forecast, and that was the first time from probably 10 years. In 2018, we exceeded these expectations, as you can see. So briefly, what we have done, we introduced a standard audit file, which, as I said, was something which we make into our reporting rather than audit. So every enterprise reports monthly in electronic form, XML, easy to read for computers, information on their sales and purchases. We started in 2016 from the large enterprises, and large enterprises already gave us a lot of information about small and medium-sized enterprises, because small and medium-sized enterprises are they have deliveries to large enterprises, and we were able to see that they do not report properly their revenues. Then we extended the system in 2017 to small and medium-sized enterprises, and from 2018 it is mandatory for even micro-sized enterprises. So if you have your own self-entrepreneurship, you have to report in an electronic format monthly your sales and purchases. From these, we have a database which includes almost a register of all VAT invoices, and we can compare the matching between the purchases and sales
said, we introduced the general anti-avoidance rule, the fuel package, which is the monitoring of fuel purchases and sales. We reformed the National Revenue Administration in 2017, so it's a consolidation of the Revenue Administration. We did, we call it a transport package, a SANS system. This is something that goods prone to fraud are monitored through GPS, so we see how they move over the country. And every lorry driver is liable to register into this system. If it's not registered, the police will see, or the tax authorities will see that a lorry is not registered in the system, so they can stop it and check it. Then I think that my colleague will tell more about it. We did several IT systems such as Steer. I tell more about this system in a minute. And in 2019, we introduced certain rules which are obligatory because mandatory disclosure and exit taxation. Those are mandatory because the EU directives require to introduce those systems. We actually extended them to cover more internal situations, not only cross-border situations. And we really invested in analysis. We have set up a company which is where the Ministry of Finance is the sole shareholder. We hired IT people at the market conditions, and they provided us with IT tools to analyze all this information that we gather through the new systems. So perhaps I tell you now how Steer works. This is an innovative system, which I think is something which really does not exist anywhere. But we think it's kind of a good way to tackle the carousel fraud, issue. So, as you see, we introduced this monthly reporting system, which is a standard audit file. So we have the information about sales and purchases. But the fraudster do not report their sales and purchases. Doesn't. So, as you may see here, for example, we have, let's call it a donkey company, which is a normal company which exports goods, or actually makes deliveries, intra-community deliveries of goods, right? And this company is approached by a person who says, look, I have a good business for you, you will buy from this guy, you will sell to this guy, and I will have a commission on this trade, and let's do the business together. Of course, they usually agree. So the revenue office is quite confident. They know this company because it's here for years, so they make VAT refunds without questions. But what the donkey doesn't see is that it is actually a carousel fraud, right? So the same goods are going through the carousel, and actually here we have a missing trader. Of course, the missing trader, let's say, makes intra-community acquisitions, but does not report VAT in our country, right? So, of course, we have some buffers, the normal usual scheme, you probably know it. So, missing trader, the problem with the missing trader is that it only exists 3 months or 2 months. So, before we can see that they don't report VAT, they miss, right? Buffer, those buffers, they usually are present for a longer time, but they do not have assets. They pay VAT on a minimum margin. So
they also are not a real, they are not real companies from which we can, take back our money. This company, Buffer Second, has also very small assets, makes small margin, but it exists, and what is very important, it presents a certificate of paid VAT to this company, the Donkey Call, which is actually framed into the causal fraud. And Donkey, the company which is known to tax office, has adequate assets, but when the causal fraud is discovered, the Donkey is the only one which is actually responsible for the whole thing. So this guy, Proxy, who makes the business escapes, so it's very hard to locate that person. And of course, there might be some others, but what they need to have, a control over payments, and they have to have a control over goods. So we introduced the systems which really monitor how the goods move, the sand and the fuel package. And now the Steer is a system which actually looks how the payments are made. So we have a very good cooperation with the banking sector. They are not really interested in making their accounts available to fraudsters. So they agree to supply certain information. The first kind of information is information about their clients. So who are their clients? The second kind of information is about the bank transfers. And it only concerns the B2B transactions. So no client's data are revealed. Now the banks report their information about clients, so on bank accounts and on transactions to National Clearing House. National Clearing House anyway consolidates all the transfers within the country, so they are perfectly placed to gather this information. In return, the National Clearing House provides we call it Steer score, kind of an AML, like anti-money laundering based algorithms which analyze the situation of the clients of the banking sector and provide answer how risky it is that the company with this bank account will be engaged in our VAT fraud. So this is kind of an anti-money laundering analysis, but it is made for VAT purposes. And this analysis is made on a sectoral basis. So it is not an analysis of one bank, or let's say 2 banks or 5 banks, but on the whole sector. Then this risk analysis and the data from banks, so the transactional data and information about the clients, goes to our national tax administration. And I said, as I said, that there are only information on B2B transactions. So B2C transactions are aggregated, and we don't see them. But we are not interested in seeing B2C transactions. We are only interested in B2B. And the National Tax Administration makes its own score. So it's a second score. We call it CAS score because CAS is the synonym for acronym for Polish National Tax Administration. So they got the score given by the National Clearance Chamber, so it's from below,
and they have, let's say, a risk score that they made themselves from enough. And thanks to that, the tax administration can actually start certain adequate actions. And the adequate actions are for freezing of accounts of missing traders and buffers, the register from VAT register of missing traders and buffers, blacklisting them, and holding or refusing the VAT refunds if they see that there's something going on. So here, if you can return to this slide with the total flow, the steer system gives information about the transactions and about clients. Often the same person is entitled to actually manage the bank accounts of several companies. And those companies are formally not related. But if you see how the transfers are made and who makes them, you may actually discover how this fraud business is going on. So it provides a good evidence to deregister, freeze the accounts, and in case of missing traders, even to collect. Because as you know, there is a VAT rule which says that the invoices issued showing VAT on them are collectible. So the VAT from those invoices is collectible. So we can collect it because it was shown on the invoices. And now we have this system which actually provides the results faster than the time that it took to me to explain how it works. Because it does it based on the IT systems. So, thank you very much. And if you have any questions, please do them. Merci beaucoup, Monsieur Kitana, pour cet exposé très complet. Il nous a permis de voir la stratégie, j'allais dire, offensive que vous menez à Angoulême. Si j'ai bien compris, la TVA représente un axe fort, si j'ai bien suivi. Mais j'ai noté qu'il y avait un objectif global. Vous mettez l'accent sur la TVA, mais vous n'oubliez pas l'impôt sur le revenu, notamment l'impôt sur les sociétés. Je me disais que peut-être on pourrait demander à l'assistance s'il y a des questions avant de passer à l'exposé suivant, parce que peut-être que ça permettrait d'avoir une activité immédiate. S'il y a une ou deux questions dans la salle. Il n'y a pas de questions, donc c'est bon. Vous cherchez quelles questions on peut poser en français. En français, bien sûr, en français, les questions. Nous avons une traductrice. Monsieur Casimir, ministère des Finances du Maroc. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. Very clear. I try in English. My question is, were there any side effects of all these instruments you put in place? Because this issue is common for many countries, or all our countries, and there is a big issue in Morocco these days about tax collection and fraud. But on the social side, social and political side, there is some negative
how is it important? Of course, you are very right. We also have the side effects, and actually there was a strong opposition against introducing those measures. It took us almost a year to legislate the steel system because there was a lot of doubt about, let's say, too much data that we collect from the taxpayers, and that we will be somehow a big brother seeing everything. But and those were the doubts. We, as I said, we had a strong political drive to fight with the VAT frauds. And the system is already in place from the mid-2018. I mean, the legislation was quite long, it took quite a long time. We set up the systems because it was simultaneously with making the legislation, we were making the IT systems. So it was a very fragile legislation because we had to defend it from any changes because the IT systems were already in place, and we had to stick to the IT systems. So any change was practically impossible. And we managed to do that. There was, as I said, a lot of doubt, a lot of critique. But now the system is in place, and the market actually starts to see that it gives a level playing field. So they suddenly see that fraudulent businesses are being eliminated. So there is much more fair competition on the market. And this is the real benefit we can somehow put to the weight and to explain to people, to businesses which were very afraid of this system, that we were right. It helps not only us, but also them, the honest taxpayers. D'autres questions? Je vois M. Wolf, qui est un spécialiste de TVA, qui reste bien. Donc, je vais passer à Madame Becerra. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je traiterai de quelques mesures législatives introduites par la Pologne ayant pour but de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Premièrement, je voudrais mentionner que la Pologne participe très activement aux initiatives internationales dans le cadre des travaux de l'Union européenne, l'OCDE. La Pologne est un membre du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements de fonds fiscaux et du cadre inclusif sur BEPS. Par conséquent, avec plus de centaines d'États et de juridictions, évidemment, y compris la France, nous travaillons en collaboration pour mettre en œuvre les mesures BEPS et lutter contre l'érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices. En effet, la Pologne a ratifié comme le 4e pays la convention multilatérale développée dans le cadre du projet BEPS visant à actualiser le réseau existant de conventions fiscales bilatérales. C'est en passant au contenu principal de ma présentation. Par la suite, je développerai sur les mesures plus particulières de la Pologne introduites à la loi interne. Je commencerai par le fichier des écritures comptables relatif à la TVA, en Pologne c'est JPK. Pour ma présentation, je vais utiliser le terme le fichier TVA. Ensuite, je décrirai le paiement fractionnaire, facultatif et obligatoire, et le système de surveillance du transport routier de marchandises.
Comme Monsieur le ministère a déjà dit, jusqu'à récemment, les analystes de l'administration fiscale polonaise travaillaient avec des déclarations de TVA mensuelles qui étaient soumises sur papier. Alors, les analyses plus avancées étaient presque en pratique inexistantes. Et en 2016, la Pologne a introduit une obligation de déclaration supplémentaire pour les registres de TVA au format de fichier TVA. Et chaque mois, tous les assujettis transmettent à l'administration fiscale des données structurées sur les transactions économiques sous la forme électronique. Et les données sont collectées directement des systèmes financiers et comptables des contribuables. Et le système a été introduit progressivement, en commençant par les grandes entreprises en juillet 2016, après en janvier 2017 par les petites et moyennes entreprises, et pour le reste des assujettis en janvier 2018. Et pour aider les entrepreneurs, une application spéciale permettant d'envoyer des données entre l'entreprise et le bureau des impôts a été lancée. Alors, si un fichier contient des irrégularités, les entrepreneurs reçoivent un SMS ou un email et lui demandant de corriger le fichier et sans encourir de conséquences négatives. Alors, c'est la première vérification. Par conséquent, l'administration fiscale est munie d'un système informatique qui collecte des informations sur les achats soumis à la TVA et les registres de vente envoyés par les contribuables, les dépôts de données organisés par le chef de l'administration fiscale, alors au niveau central. Et le système contient des enregistrements de TVA pour le grand nombre de contribuables. Vous pouvez voir les chiffres sur l'écran. Le test clé de l'exactitude des règlements de TVA et la comparaison des fichiers TVA avec la déclaration TVA mensuelle pour la même période. Les montants pour un champ donné du fichier TVA doivent correspondre au montant respectif de déclaration mensuelle. Et le manque de conformité signale immédiatement des erreurs et les rapports de divergence générés de manière centralisée par l'outil informatique sont envoyés électroniquement aux autorités locales pour vérification et en même temps la notification est envoyée aux contribuables avec une demande de correction de la déclaration de TVA ou d'un fichier TVA. Les incohérences de la TVA déductible avec la TVA collectée sur la même facture, mais déclarée respectivement en vente et achat par différentes personnes, bien sûr, sont immédiatement visibles pour les autorités fiscales. En outre, les factures d'achat émises par les contribuables TVA inactifs ou désenregistrées ou des factures fictives sont tout de suite identifiées. Et dans la section sur la TVA collectée et TVA déductible, les contribuables sont tenus de fournir des données détaillées sur les fournisseurs et sur les destinataires, y compris le numéro d'identification fiscale ou le numéro TVA européen. Alors, sur cette base, il est possible d'examiner le statut d'enregistrement de fournisseur en tant que payeur de la TVA. À cet égard, les autorités fiscales peuvent utiliser le fichier TVA pour identifier les participants actifs à des activités criminelles visant à une fraude fiscale. Deuxièmement, l'allocation d'une transaction donnée au champ approprié d'un fichier TVA détermine sa classification au fin de la TVA, bien sûr. Alors, sur cette base, en liaison avec les informations sur les contractants, il est possible d'identifier les erreurs potentielles. Par exemple, si les transactions passées comme exportation de biens sont liées à un contractant ayant un numéro TVA européen, il peut potentiellement s'agir en fait d'une livraison intracommunautaire de biens mal placés. Ou même si l'acheteur n'est pas un contribuable de la TVA actif pour la transaction d'autorisation de la TVA, il existe une erreur de classification de transaction qui doit être traitée comme une transaction imposée par le vendeur.
aussi mentionner qu'il est prévu de remplacer complètement la déclaration de TVA mensuelle par des fichiers TVA en 2019. Oui, oui, on a lancé des consultations fiscales concernant le nouveau régime de fichier TVA parce qu'on change un peu les formes. Maintenant, je vais décrire le système de paiement fractionnel. À partir de juillet 2018, le paiement fractionnaire applicable aux opérations inter-entreprises réglées par le virement bancaire. C'est le système qui n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Chaque contribuable a un compte TVA créé automatiquement par la banque. Le compte est tenu dans une banque où le contribuable a un compte bancaire. Un contribuable acquérant les biens ou les services peut appliquer les paiements fractionnaires en utilisant la description de transfert approprié. Alors, c'est le choix de la personne qui achète des biens ou des services. Les données incluses dans le message de transfert sont suivantes. Le montant brut, le montant de la TVA, le numéro de facture, le numéro de TVA du fournisseur. Alors, ce sont tous les éléments qu'on peut trouver sur la facture. Il n'a pas besoin de connaître le numéro de compte TVA de fournisseur. Le virement est effectué sur le compte commercial et ensuite divisé par la banque. Alors le vendeur n'est pas même informé si le virement sera divisé ou non. Et le compte TVA, le compte TVA et les fonds qui sont déposés appartiennent au contribuable qui est autorisé à utiliser les fonds dans la manière prévue par la loi. Alors, il y a bien sûr des limites. Le montant facturé est divisé par la banque dans le compte de stamp, le montant net de la vente à un compte standard, et le montant de la TVA à un compte TVA. Bien sûr, l'objectif principal de ce système, c'est de lutter contre la fraude fiscale. Le montant de la TVA reste dans le système bancaire sécurisé. Alors, on a le contrôle comment ce montant peut être dépensé. Et le système donne une transparence croissante des règlements de TVA. Et ce qui est très important, une confiance agrandie dans l'environnement commercial qui limite la nécessité d'une vérification détaillée des contractants. C'est très important pour les fraudes utilisant le et alors, c'est aussi le confort pour les contribuables. L'application de paiement fractionnaire par l'acheteur peut donner des avantages aussi. Parce que ça permet d'éviter les sanctions TVA qui sont 30 ou 100% supplémentaires du montant sous-estimé de la TVA. En outre, on évite l'augmentation des intérêts sur les arrivées d'impôts, responsabilité solidaire pour la livraison de certaines catégories de biens est supprimée. Ce sont des biens sensibles comme carburant, produits en acier, par exemple. Et en plus, le remboursement de la TVA sur le compte TVA sont plus rapides. C'est en général, le TVA en général, pas seulement la TVA qui est sur les factures, pas seulement la TVA qui résulte des factures qui ont été payées par le paiement fractionnel. Et ce remboursement de la TVA sur la compte TVA est effectué dans 25 jours et ce délai ne peut pas être prolongé. Et maintenant, je voudrais présenter quelques statistiques sur le fonctionnement du système de paiement fractionnaire en 2018. Le nombre de contribuables participant au système, c'est environ 400 000. Le nombre de transactions, c'est
7 millions. La valeur de la TVA payée dans le cadre du système, 25 millions d'euros. So I think it's 25 billions. It's not millions. Ce sont des chiffres que je reçus. D'accord. Ces statistiques, c'est le nombre de transactions divisé par mois. Alors, ces statistiques font apparaître que le nombre des opérations effectuées en utilisant le système de paiement fractionné augmente considérablement, on peut dire, de juillet jusqu'à décembre. C'est de plus en plus populaire et cette tendance est non plus visible si on compare le montant de la TVA. Oui, bon, ça, oui, c'est ça. Le montant de la TVA payé par le système de paiement fractionné a représenté environ 12% de l'ensemble de la TVA en décembre 2018. Et je pense qu'on espère que cette tendance sera plus visible cette année. On pense toujours comment on peut améliorer le système. Alors, on envisage d'introduire la possibilité de paiement en devises étrangères et aussi on pense d'introduire la possibilité d'éviter le compte TVA par le paiement de taxes autres que la TVA. Alors, plus de possibilités pour utiliser la TVA. Le plus important projet est d'introduire le paiement fractionné obligatoire qui s'appliquera en livraison de certaines catégories sensibles de biens et de services qui relèvent actuellement du mécanisme d'autorisation de la TVA ou de responsabilité réciproque et solidaire. Et en fin de janvier cette année, la Commission européenne a approuvé l'introduction en Pologne d'un mécanisme de paiement fractionné obligatoire. Un projet de décision a été déjà publié et la décision ne nécessite que l'approbation du Conseil affaires économiques et financières de l'Union européenne et après il faut que la Pologne introduise des mesures dans la loi interne. Et selon la décision, les nouvelles règles peuvent s'appliquer du début de mars 2019 jusqu'à la fin de février 2022. Je pense qu'il faut, enfin, il faut souligner que nous considérons que le paiement fractionnaire, c'est le système très efficace d'élimination de la fraude dans la TVA. À la fin, je voudrais parler sur la troisième mesure, le système de surveillance du transport de marchandises, qui a été lancé en avril 2017. Et les opérateurs économiques, l'expéditeur, le réceptionnaire, le transporteur, sont tenus de notifier le transport par route publique de certaines catégories de marchandises sensibles au registre de notification. Les biens sensibles, ce sont par exemple carburant liquide, l'alcool naturel, le tabac brûlé, le végétal, etc. Et le système de surveillance pour également les transports de marchandises effectués par les réseaux ferroviaires nationaux. Les objectifs principaux de ce système de surveillance sont d'éliminer les points faibles du système fiscal en collectant des données sur le transport de certaines marchandises sensibles, en ce qui concerne les livraisons sur le territoire du pays, les livraisons intracommunautaires, les achats intracommunautaires, les exportations, les importations et les transports à travers les territoires de la Pologne.
Et c'est bien sûr pour discipliner les contribuables et les entités qui transportent des biens sensibles pour déclarer la TVA et aussi dans le cas des produits qui sont soumis à l'accise, le droit d'accise. On a organisé un registre des données sur le transport de certaines marchandises. C'est le système informatique central organisé par le chef de l'administration fiscale. Et le transfert de données sur les activités taxables concernant ce type de marchandises est lié à la déclaration de transport soumise par des personnes obligées et sera automatiquement lié aux données de géolocalisation envoyées par les localisateurs GPS placés sur le véhicule. Alors, on peut suivre le transport de ce genre de marchandises. Bien sûr, les inspecteurs ont accès aux données du système. Et sur la route, ils peuvent orienter les inspections sur le transport non déclaré. C'est ça le but du système. Oui, pour résumer, je pense que je peux souligner que l'efficacité des mesures proposées. Donc, le résultat est bien évident, d'après les chiffres donnés par le ministère de l'Innovation du Sports. Merci pour votre attention. J'espère que votre expérience sera utile pour vous. Merci Madame Messala. Est-ce qu'il y a des questions Madame Messala? Bonjour, ça c'est en français, Charles DGFIP. En lisant une newsletter récemment, j'ai observé qu'il y a un rapport donc, du groupe d'État contre la corruption, le GRECO, qui dépend du Conseil de l'Europe, en date du 28 janvier 2019, faisait état d'un constaté qu'il y avait une corruption de fonctionnaires en Pologne. Et alors ça ne concernait pas les impôts, mais la police, les gardes-frontières. C'est vrai que c'est un sujet, parce que dans la lutte contre la fraude, si les fonctionnaires qui sont chargés de, débusquer donc, ces montages ne sont pas forcément complètement transparents, ça peut poser quelques difficultés. Alors il soulignait par exemple que, les fonctionnaires avaient peu conscience de la différence entre cadeaux et avantages acceptables ou interdits donc, de la part des usagers. Et ma question est la suivante. En Pologne, donc, comment vous assurez-vous donc, de la probité des fonctionnaires qui sont chargés de lutter contre la fraude? Alors, par exemple, en France, à titre d'illustration, parce que c'est aussi un sujet, il y a un contrôle du respect des obligations déclaratives et contributives de chacun des fonctionnaires qui est opéré tous les ans. Alors, je ne garantis pas tous les risques, mais disons qu'il y a quand même des mesures qui sont prises. Et compte tenu de ce rapport-là, qui est tout récent, je voulais savoir quelles étaient les mesures que vous avez prises en Pologne pour éviter ce phénomène. En français, non? There is a problem with our report provides information with some there is a report that provides information about some misbehavior of the functionaries involved. I don't really understand what is the key symptomatic, what was the problem with the officials in this report. I
knowledgeable of this report, and so this is quite a new report. It's this year report, right? So I explain the charges, but perhaps I can explain it as well. We do have the system of approving people to tax administration, and there are normal courses like another administration. You have to have certain level of knowledge, perhaps certain abilities in respect of, let's say, cycle and let's say, mental standing here, but I really I can't really put it together. What is the intention of the question? What is the problem? Est-ce que vous pourriez gentiment répéter la première partie de votre question? D'après ce qu'on a compris, il s'agit d'un rapport publié le 28 janvier 2019 qui parle de certaines irrégularités par rapport aux fonctionnaires. Absolument, ouais. Oui. Alors ce groupe-là, groupe d'État contre la corruption, en fait, il dépend du Conseil de l'Europe. D'accord. Et il est tout récent, donc ce rapport, et il fait état donc de sondages qui disent que 58% des Polonais estiment que la corruption est étendue dans le pays, que le bureau anticorruption polonais ne vérifie que 1% des déclarations qui sont, qui sont souscrites, et il demande donc à la Pologne de mettre en œuvre des mesures d'ici le 30 juin 2020 pour endiguer ce phénomène. Donc ma question était plus large, quoi. C'était de savoir, puisque bon, vous avez aussi une administration fiscale, des contrôleurs du fisc, quelles mesures vous preniez pour essayer de vous assurer de l'intégrité, de la probité des fonctionnaires qui contrôlent les entreprises, quoi, compte tenu du constat qui est fait dans ce rapport, donc, qui est tout récent. Je peux peut-être résumer la réponse de Monsieur le ministre. Donc, en Pologne, il n'y a pas en soi le concours pour devenir le fonctionnaire de fisc. Pourtant, il faut avoir de très hautes connaissances en matière. Il faut aussi présenter un état psychologique convenable pour exercer ces fonctions. Et on tient vraiment à avoir le plus haut niveau de fonctionnaires dans la matière de fiscalité. Également, on compte toujours sur les activités de bureau central anticorruption qui, bien sûr, luttent contre le phénomène de la corruption, soit parmi les fonctionnaires, soit dans les institutions étatiques. Donc, ce n'est pas, c'est une question toujours pertinente pour notre État. Ce qui est très intéressant, c'est que le même bureau de la lutte contre la corruption coopère avec l'administration fiscale en matière de la lutte contre les fraudes dites carrousel. Donc voilà, il y a une certaine coopération entre l'agence centrale anticorruption et l'administration fiscale. Si je peux ajouter en Pologne, ce sujet que M. a mentionné, à mon avis, je suis pas un expert en ce qui concerne l'histoire fiscalité, mais ça n'existe pas, ce n'est pas le problème. Si on a certains cas de corruption, c'est plutôt les offres publiques avec tenders. De temps en temps, ça se passe, mais ça passe dans chaque pays européen. Alors moi, je pense que c'est la moyenne européenne, il n'y a pas
il n'y a pas aucune différence entre les autres. Alors, il n'y a pas de sujet encore. Je suis étonné vraiment parce que vis-à-vis de certains notre malheureusement notre voisins qui ont l'expérience d'autres systèmes. Alors en Pologne, on a la transition économique, l'État post-socialiste vers l'État capitalistique. Ça n'existe pas. C'est pas le problème. C'est imaginable. Les institutions de l'État sont très fortes, ça passe dans chaque pays, mais ce n'est pas le cas. Madame, bonjour, j'ai fait aussi l'administration fiscale française. je vais vous donner un micro. On va donner un micro. Donc, DG Philippe, l'administration fiscale française aussi. Une question pour madame. Je suis très impressionnée par vos résultats. Bravo. Ça fait envie. J'aurais juste voulu savoir par rapport aux équipes de l'administration fiscale, est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre? Est-ce que vous avez des résistances par l'administration elle-même? Merci beaucoup pour cette question. L'administration fiscale voit ces mesures comme une grande aide. Vous avez auparavant, Monsieur le ministre, auparavant a demandé, a posé la question par rapport aux effets secondaires. La législation donne beaucoup de résultats qui peuvent être considérés comme des effets secondaires, mais positifs. Par exemple, on est à même de recouvrir beaucoup plus d'impôts. L'exécution des dispositifs fiscaux est beaucoup plus efficace. Les fonctionnaires, jusqu'à présent, se sentaient un peu impuissants. Aujourd'hui, ils ont un outil grâce auquel ils peuvent vraiment traquer les fraudeurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur? Je suis également de l'EGFIP. Tous réunis ce soir ici, j'ai l'impression. Moi, c'est une question où vous avez adapté votre système législatif, mais qu'en est-il de votre organisation, de vos structures de contrôle? En France, on a encore des structures de contrôle qui sont très généralistes. Est-ce que vous êtes adapté en spécialisant vos vérificateurs, contrôleurs des impôts? Est-ce que vous avez des structures spécialisées de lutte contre la TVA, de lutte contre la fraude fiscale internationale? On fait de notre mieux pour effectuer des contrôles bien visés, bien ciblés. Grâce à l'analyse de l'informatique dont on a parlé, en fait, on est capable de trouver les situations qui nécessitent le contrôle. Je ne dispose pas de données statistiques précises à présent, mais on pourrait dire que 30% des contrôles effectués apportent 80% de résultats. Donc il y a moins de contrôles, mais
méthodes sont commises. Et donc, avec cette connaissance, on peut vraiment envoyer les contrôles ciblés. S'il n'y a pas ce besoin, en fait, on n'envoie pas les contrôles. Donc, on a une certaine connaissance en préalable. En conclusion, on n'effectue pas des contrôles annuels chez chaque contribuable. On se concentre principalement sur des situations qui portent promesse au niveau des contrôles, donc où il y aura le plus probablement le résultat. Merci, M. Soutella. Plus de questions. On peut déduire de ce que vient de dire M. Soutella que la Pologne pratique les contrôles ciblés qui sont une orientation du contrôle fiscal en France. Je pense qu'il y a des analogies, sauf à constater qu'il y a un intérêt des fonctionnaires de la DGFiP française pour votre système. On pourrait réorganiser par la suite peut-être des conférences plus approfondies sur le sujet. En tout cas, moi, vos résultats me font rêver. Et je me demandais, lorsque vous avez cité l'augmentation des recettes de TVA depuis 2016, plus 25%, il y a deux façons d'interpréter. Soit cette augmentation elle est liée à une rationalisation, à une performance importante de votre système, soit cette augmentation s'explique aussi parce qu'avant, il n'y avait rien de bien qui était fait. Je ne sais pas si vous le comprenez. Il y a peut-être un peu des deux. Et donc, ça serait intéressant, dans l'avenir, de suivre année par année, regarder si cette augmentation continue, quelle sera la courbe, de mon point de vue. C'est une très bonne conclusion. Si on a beaucoup en fait à rattraper, on a de meilleurs résultats. C'est très bien. Merci. Je crois qu'on arrive à l'heure de notre conférence. Je voudrais remercier très généreusement Monsieur l'ambassadeur et nos intervenants qui ont pris la peine de venir de Pologne et de venir nous livrer des informations. Je remercie toute l'équipe de l'ambassade qui n'a pas ménagé sa peine pour l'organisation de cette conférence, ainsi que les équipes de Fondafip qui aussi ont travaillé. Je voudrais rappeler que vous trouverez le compte rendu de cette conférence sur le site internet de Fondafip et aussi le film de la conférence en intégralité sur notre chaîne YouTube. Enfin, je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence débat, ici même, le 19 mars. Nous aurons un sujet tout à fait différent, des tiers-lieux. Les tiers-lieux, ce sont des espaces ni publics ni privés qui se développent aujourd'hui, notamment dans la sphère des collectivités locales. Par exemple, des espaces de coworking, dont on ne sait pas s'il s'agit d'institutions publiques ou d'institutions privées. Des espaces qui sont soutenus par les collectivités locales, qui mettent à disposition des moyens matériels, faute de pouvoir donner des subventions, souvent c'est ça, on essaie d'aider notamment les jeunes entrepreneurs par des moyens matériels. Et donc, il y a une sorte de synergie, de co-développement public, privé, qui est aujourd'hui théorisé à travers ce concept des tiers-lieux. Donc, c'est ce dont parlera une équipe qui travaille sur le sujet, donc le 19 mars. Merci à tous, merci à l'ambassade de Pologne, à son ambassadeur et à ses représentants. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup.